Aujourd'hui, mardi 11 février 2025, hein, on a eu une grosse pause, hein. Maintenant, on reprend. Aujourd'hui, on va parler d'études de marché, du marché cible. On va parler comment attaquer le marché cible. Vous allez à l'international, hein, d'aller à l'international, il faut cibler un marché, il faut comprendre le marché sur lequel on va s'internationaliser, soit pour faire du business, soit pour faire la prospection, soit pour sous-traiter, faire la sous-traitance, hein, faire des produits pour vous, ce qu'on appelle le sourcing, ou bien aller vous installer, soit en tant qu'expatrié, soit en tant que professionnel qui va travailler, etc., etc. C'est ça qu'on va voir. Alors là, la première chose à faire déjà, c'est, on veut aller à l'international, il faut sélectionner des marchés. Il faut sélectionner des marchés, il faut faire un choix qui est important. Le choix en fonction d'un ensemble de critères qu'on a déjà vus, ou bien en fonction des types de produits ou services auxquels vous êtes intéressé. C'est pour cela qu'il faut bien choisir, il faut réfléchir. C'est pas juste on voit tel pays, c'est joli, il faut visiter tel pays. Je me rappelle quand j'étais petit, sur mon quartier, il y avait un ami à moi qui m'avait dit, ah, vous voyez, est-ce que vous avez déjà entendu que quand les gens vont partir, ils vont dans un pays comme la Suisse, comme la Suède, comme la Norvège. Mais bon, ce que le gars n'a pas compris, ces pays-là, déjà, quelle proximité que notre pays dispose avec ces pays-là? Quelle proximité? Est-ce qu'on a un héritage en termes de langue parlée, culture, de la religion, un héritage colonial? Si on n'a rien, c'est pas la peine. C'est pour cela que vous allez voir que les pays en Amérique latine cherchent souvent à faire du business avec l'Espagne parce qu'ils parlent la même langue. Après, ils ont quand même l'héritage colonial. Entre eux, il y a des échanges. C'est toujours comme ça. Sauf bon, c'est un pays comme Haïti qui n'a pas maintenu une relation commerciale privilégiée avec la France comme ancien colonisateur et Haïti comme ancienne colonie de la France. Et puis, on va voir, majorité des pays qui étaient colonisés par un autre pays gardent toujours une relation, notamment avec Commonwealth, qu'on avait déjà parlé dans le cadre de secours. Commonwealth, c'est le grand marché où tous les anciennes colonies de la Britannique, de l'Angleterre, restent en contact avec l'Angleterre pour faire du business. Alors, c'est ça qu'on voit quand on veut viser à l'international. La première chose qu'il faut regarder, c'est quel marché qu'il faut choisir. Quel marché? Il faut faire un bon choix en fonction des critères qu'on avait mentionnés. Voilà. Et puis, on cible ces marchés-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quelles sont les opportunités à saisir? C'est vrai, on veut aller à l'international. Quelles sont les opportunités à saisir? C'est ça qui est primordial. Vous voulez aller à l'international? Oui, dans un pays, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce pays-là? Quelles sont les opportunités à saisir? Parce que si vous êtes un businessman n'est pas là pour faire des amis. Un businessman est là pour faire de l'argent. C'est ça qui l'intéresse. C'est comment il va investir son argent et comment il va rentrer dans ses frais. Et vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film, et le film sur le crash de subprime, des banques, la chute des subprimes hein, aux États-Unis, où le manager a dit à ses commerciaux, aujourd'hui, vous appelez tout le monde. Vous n'avez ni mère ni père. Vous appelez votre mère, vous vendez les produits toxiques. Vous vendez les produits financiers toxiques. Quand on dit des produits financiers toxiques, ce sont généralement des actions boursières et qu'ils savent très bien ces actions ne valent rien parce que le marché est déjà chuté. Voilà, c'est comme ça. C'est très pour le business. Il n'y a pas de sentiment. Faites du business et à l'international, choisissez un marché qui possède des opportunités, un marché qui offre des potentialités à exploiter. Il y a des potentialités, il faut aller chercher ces potentialités. Vous n'allez pas aller pour faire du tourisme. Non, vous allez pour faire de l'argent, investir votre argent et gagner en retour. Et gagner en retour, avoir un retour sur investissement. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour réaliser ce travail
il existe des méthodes qui permettent de vous informer sur ces marchés-là. Des méthodes qu'on avait déjà parlé, mais pas rentrer en détail. Mais ce soir, on va encore voir plus de choses, on va entrer encore plus en détail. Voilà, c'est par quelle technique que vous allez passer. Bon, la technique qu'on suggère beaucoup plus, c'est la technique en cascade. Cette technique en cascade qui influe sur déjà le choix ou bien la cible de plusieurs marchés. Vous, vous ciblez plusieurs marchés et dans un cadre de stratégie globale. Et après, vous allez les analyser, vous allez comparer pour voir les avantages, les inconvénients, quelles sont les opportunités que vous allez saisir sur ces marchés-là et quelles sont les compétences que vous disposez pour aller à l'international. Voilà, en termes de méthode, c'est en termes de méthode, on avait parlé tout à l'heure, on avait parlé par rapport à la matrice de sélection des marchés en fonction des pays. Euh, c'est ça qui est important. Déjà, vous avez un certain nombre de marchés, vous allez analyser les critères qui sont disponibles, soit sur les sites de l'OCDE, surtout l'OCDE, il y a aussi Banque mondiale qui offre pas mal d'études gratuitement, qui réalise des études qui mettent à votre disponibilité. Ça aussi. Et vous allez collecter ces informations, vous allez les traiter, et puis au final, vous aurez des choses importantes. Alors, par rapport à ça, il y a différentes sources d'informations. Des sources qu'on appelle les sources noires. Les sources noires, c'est généralement des informations que vous obtenez par l'intermédiaire de l'espionnage, hein. Ce sont des sources noires, hein, espionnage. Il y a des sources grises, hein. Ce sont des informations qui sont disponibles, mais qui sont payantes. Il faut payer pour avoir accès à ces informations-là sur le marché, sur les potentialités du marché. Après, il y a les sources blanches. Les sources blanches, ce sont les informations qui sont disponibles gratuitement à votre disposition. Vous pouvez les retrouver soit sur Internet ou bien vous pouvez aller dans une bibliothèque pour consulter ces informations-là ou bien aller dans une institution publique, hein. Généralement, quand on parle d'institution publique, pour aller à l'international, c'est les chambres de commerce, pas les chambres de commerce, c'est plutôt le ministère du commerce qui dispose des données, normalement doit disposer des données, le ministère du commerce et de l'industrie, quel que soit le pays, c'est important, et aussi l'organisme des douanes de votre pays, hein, l'organisme en chef, hein, qui gère les douanes dans votre pays. C'est dans ces institutions-là que vous pouvez trouver des données gratuitement, que c'est gratuit déjà. Vous avez le droit. Vous avez le droit de demander ces informations parce que ces gens-là travaillent pour vous, en quelque sorte. Pourquoi j'ai dit en quelque sorte? Parce que c'est avec vos impôts qu'on paye ces gens-là. C'est avec vos impôts qu'on paye ces gens-là. Ils n'ont pas le droit de vous refuser. Ça, c'est important. Il faut tenir compte de ça. C'est avec les impôts, les taxes. Peut-être vous pouvez dire que vous travaillez dans un pays, vous vivez dans un pays, vous ne payez pas de taxes, vous payez. Mais non, quand vous achetez quelque chose pour consommer, vous payez une taxe dessus. Ça, c'est important. Pour déplacer, vous achetez de l'essence pour mettre dans votre voiture, ou bien vous payez un bus pour déplacer, il y a des taxes qui sont prélevées. Ça, ce sont les taxes, c'est sur votre force de travail. C'est pour cela que j'ai dit, ces gens-là sont déjà payés par vos impôts. Ces gens-là sont déjà payés, ils sont là pour vous aider. Ça, il faut tenir compte de ça. Voilà. Alors, ça, c'est important. On fait ce travail-là, on compare, oui. On fait une comparaison et puis derrière, on peut sortir des informations importantes. Alors, quels sont les critères, sur quels critères ou bien indicateurs qu'il faut se baser pour pouvoir avancer dans ce travail? Les indicateurs qui sont à la fois micro et à la fois macroéconomiques. Bon, quand on parle de micro, généralement c'est interne, on va voir tout ce qui concerne l'entreprise au sens réel, l'entreprise va s'intéresser au réseau de distribution qui existe, un réseau de distribution, soit dans le pays concerné ou même chez lui. Également, en plus du réseau de distribution, quels sont les fournisseurs qu'on doit contacter, les personnes, les entreprises qui vont nous fournir des matières premières pour pouvoir fabriquer ou bien façonner nos produits, et même les réseaux de franchiseurs ou franchisés,
les réseaux de franchise en quelque sorte, et les réseaux de sous-traitants, les sous-traitants qu'on appelle des sous-serts, hein, les sourcing, sous-serts, c'est important d'avoir ces contacts privilégiés. Ça, c'est un interne. Mais en externe, c'est tout ce qui concerne les variables d'ordre macroéconomique. Les variables d'ordre macroéconomique qu'on peut citer, les variables sur la politique politique de gestion économique, la politique, l'économie, et ça peut être la légalisation sur le plan légal, hein, la législation, plutôt, la législation, et en plus de la législation, la technologie, comment gérer les ressources naturelles, tout ça, ce sont des informations macro qui sont importantes, qui vous permettent de prévenir des menaces. Menaces, vous dire, si vous allez dans tel pays, en fonction de ces indicateurs-là, on sait qu'il y a une crise politique, vous pouvez être victime. Ou bien vous arrivez, vous ne pouvez pas négocier, vous ne pouvez pas faire du business. Vous arrivez, vous restez dans votre hôtel, vous ne pouvez pas bouger. Il y a des problèmes. Voilà, ça c'est important de vous informer sur ces données-là parce qu'elles sont importantes. Et pour vous, hein, vous avez des informations et derrière, vous pouvez prendre des décisions à partir de ces informations. Comme information qu'on peut mentionner, les informations sur le plan géographique qui sont importantes dans ces informations. Et autres informations, pas seulement géographiques, démographiques, la population. Ça vous donne une idée sur le niveau de vie des gens aussi quand vous croisez l'ensemble de ces données. Par exemple, l'économie. Dans l'économie, est-ce qu'il y a chômage? S'il y a un fort taux de chômage, un fort taux de chômage signifie que les gens ne travaillent pas. Si les gens ne travaillent pas, bon, la concurrence peut jouer sur combien on va embaucher une personne, combien on va payer une personne pour un service. Alors là encore, et quand il y a la pression sur l'emploi et les prix le prix, bien le coût de la main-d'œuvre diminue. Ça, c'est typique, c'est partout. C'est comme ça. Voilà, ça c'est important de vous informer sur ces facteurs-là, facteurs géopolitiques. Maintenant, tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient et aussi en Ukraine, est-ce qu'on peut faire du business avec les pays du Moyen-Orient? Ben non. Si vous êtes les États-Unis, oui. Si vous êtes même la France, pas possible. Mais si vous êtes les États-Unis, vous pouvez faire du business parce que c'est vous qui protégez le Moyen-Orient. D'accord? C'est vous qui protégez le Moyen-Orient. Mais en Ukraine, hein, c'est peut-être les Occidentaux qui peuvent faire du business avec l'Ukraine parce que l'Ukraine est en guerre. Les Occidentaux peuvent faire du business sans problème parce que bon, ils ont l'hérésie de quoi qu'ils sont même peuple, que l'Ukraine défend leurs valeurs. Voilà. On laisse ça de côté, c'est juste pour vous rappeler. Voilà. Après, il y a d'autres indicateurs plus spécifiques qu'on peut voir. Après, le contenu de l'étude que vous allez ajouter en fonction des critères spécifiques, par exemple, l'offre. L'offre, c'est qu'est-ce que vous allez proposer? Qu'est-ce que vous allez proposer? Si vous allez vendre à l'international, il faut regarder qu'est-ce que la concurrence propose. C'est pour cela qu'il faut analyser l'offre, sortir les points clés de votre offre, les points clés, qui permettent de vous différencier des autres, hein. Ça aussi, quand on parle de points clés, ce sont des facteurs de différenciation, points clés. Voilà. Et puis, autre chose, la demande actuelle et comportement d'achat, etc. Quand on dit la demande actuelle, c'est par rapport aux produits ou services que vous allez vendre, quelles sont les informations qui existent sur la demande. Est-ce que les gens aiment ces produits ou bien est-ce que ces gens sont en demande, mais les demandes ne sont pas couvertes. Les demandes ne sont pas couvertes. Alors, c'est tout ça qu'il faut voir. Après, il y a d'autres facteurs culturels aussi, facteurs sociaux ou sociétaux, facteurs culturels. Si on va vendre des produits de maquillage, qui peut porter des maquillages? Voilà, ça c'est important. Et les habitudes de consommation, euh, par rapport à la différence culturelle, là encore, vous allez voir que, dépendamment de la religion, il y a des choses que les gens ne consomment pas, des aliments que les gens ne consomment pas par rapport à la religion. Ça, c'est aussi, il y a une manière de se comporter en société. La vulgarité est bannie par les,
par presque toutes les religions monothéistes. Ça aussi, il faut penser à ça. Ça, c'est important. La religion et puis tout ce qui concerne la législation. Qu'est-ce que la loi a dit? C'est quelle loi qui protège les entreprises et qui protège les consommateurs, qui a un rapport avec. Alors ça, c'est une chose. Alors, c'est vrai, on a collecté des informations, mais il y a toujours le risque, hein. Les risques, hein, déjà, les risques, c'est important. C'est pour cela, on vous met deux solutions qui pourraient vous être utiles, hein. C'est Euler Hermès, hein, qui.fr et Match.com. Ces deux outils, que vous pouvez utiliser. Bon, il y a une version freemium. Il y a une partie gratuite, hein, peut-être pour une semaine, avec un quota d'utilisation par jour. Et voilà, et vous pouvez tester sur ces deux outils pour pouvoir évaluer les risques, hein, les risques du pays. Comme ça, vous allez sur ces deux outils-là, vous pouvez taper le nom d'un pays pour voir les niveaux de risques. Comme ça, les informations sortent. Les informations sortent, vous avez pas mal de données. OK. Bon, là, on avait déjà vu cette carte, hein. On avait déjà vu cette carte, hein, quand je vous ai expliqué tous les pays qui sont en vert sur cette carte, ce sont des pays soi-disant sécurisés, excusez-moi, et les pays qui sont en rouge, ce sont des pays risqués. Les pays en orange, ce sont les pays moyennement risqués. Voilà, alors ça, et maintenant on va passer, on commence à spécifier les marchés cibles, la cible. Maintenant, on peut aller encore plus loin. D'accord? C'est ça qu'on va faire. Maintenant, on va voir la réalisation d'une étude pays. Ça, c'est ce qu'on va essayer de voir. OK. Réalisation d'études pays. Là, je vous mets un lien YouTube, vous pouvez consulter. Il pourrait être utile pour vous. Vous cliquez dessus, ça vous permet de voir. Mais par contre, il existe le site de l'OCDE, l'OCDE, sur la page d'à propos, qui est en quelque sorte qui sommes-nous. Vous cliquez dessus, ici, sur ce lien-là, ça vous permet d'atterrir sur l'avant-propos ou bien l'à-propos, pas avant-propos, c'est à propos, la page d'à propos de l'OCDE. Et à partir de cette page-là, vous pouvez découvrir déjà pas mal d'informations, notamment qui vous permettent de mener des études pays. Et après aussi, l'EMOSI aussi qui vous donne la possibilité de consulter les informations sur des pays, hein, c'est un magazine professionnel. Vous pouvez cliquer sur ce lien qui vous ramène directement sur le site LeMoussi. Vous pouvez faire pas mal de choses importantes avec. Voilà, c'est tout ça, c'est important, hein, parce qui pourrait vous aider à nouveau. Et bon, on a pas mal de banques de données qu'il faut tenir compte de ça, les banques de données qui sont gratuites, disponibles. Voilà. C'est pareil, c'est comme hein, si on est dans la stratégie ou bien on est en marketing, on est en sociologie. euh, Ça, il faut penser à ça. Il faut penser à la matrice de sélection des marchés. Vous consultez une matrice, vous dites tel pays, tel critère, voilà, tel marché, je ne vais pas parce qu'il y a tel ou tel problème, et tel marché, j'y vais parce que ça correspond à ce que je fais, ça correspond à mes attentes. C'est comme ça, vous faites ces premiers choix de sélection des marchés. Et puis, on a une grille qui vous permet de mieux choisir les marchés. Dans la grille, on a des informations qu'on n'avait pas mentionnées, comme la richesse produite, PIB, la balance commerciale du pays. La balance commerciale, c'est la différence production, entre production d'un pays et et moins l'importation. Ça aussi, il faut penser à ça. Importation euh, plus consommation courante. Voilà, c'est toutes ces informations, vous additionnez ces informations, vous soustraire entre production
plus importation, moins exportation, ça va vous donner la balance commerciale. Balance commerciale. C'est tout ça. Et bon, j'ai dit ça à l'oral, mais bon, on devrait passer par la pratique. Mais il faut penser à ça. La balance commerciale, c'est important. Et puis, on a d'autres indicateurs au fur et à mesure qu'on va avancer sur ce travail, comme indicateur politique, régime politique, accords commerciaux, accords entre pays, entre un pays et parfois une région, par exemple l'Union européenne qui signe des rapports ACP avec 54 pays de l'Afrique et des pays des Caraïbes et également les pays du Pacifique. C'est l'accord ACP. Là, il faut tenir compte de tous ces indicateurs. Et d'autres indicateurs, des indicateurs infrastructurels tels que routes, ports, aéroports, tout ça, ce sont des informations qu'on peut ajouter dans la matrice des sélections, ce qui vous permet quand même de sélectionner un marché pour pouvoir aller à l'international. Et puis, une fois qu'on a la matrice, et puis il faut chercher à affiner la matrice et par des critères spécifiques au produit. D'accord? C'est ça qui est important. Une fois que vous faites ce travail, et puis le reste viendra sans problème. Une fois que vous terminez, il faut établir un calendrier d'approche de ces marchés. Calendrier d'approche. Pour le calendrier d'approche, il y a l'approche par séquence. Hein. Ça, c'est comment on va rentrer sur ce marché. C'est la technique en cascade par séquence ou technique en cascade. Et l'entreprise va étaler dans le temps le lancement de son produit en fonction des zones où étaler dans le temps. Ça, c'est important. Et c'est la projection que l'entreprise fait, projection dans le temps par rapport au marché. C'est important. Il faut qu'on appelle ça. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est les techniques simultanées. Il y a le lancement en même temps et dans plusieurs pays ici. C'est technique d'AOS. Ce sont des techniques de test, ça permet de tester est-ce que ce produit correspond vraiment aux besoins de tout marché. C'est ça, c'est technique simultanée. Mais la technique simultanée, c'est dangereux parce que vous pouvez, pour mettre en place cette technique, vous allez dépenser de l'argent aussi. D'accord? Vous allez dépenser de l'argent. C'est ça que je voulais rappeler pour vous. Alors, tout ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est la prospection à l'international, l'étude du marché international, mais c'est également appliqué pour les autres formations, les autres études, notamment l'étude classique. Si vous allez lancer un produit sur le marché, il faut toujours mener les études. C'est ça. Maintenant, on va rentrer dans le cas spécifique du marché à l'international. Alors, pour faire une étude de marché à l'international, première chose à faire, c'est l'étude documentaire. Parce que ça, c'est important de pouvoir procéder par l'étude documentaire. Deuxième chose, c'est l'étude qualitative. Études qualitatives, les études qualitatives. Et troisième chose, c'est les études quantitatives. L'étude documentaire, c'est l'étude qui donne plus d'informations. Ça, il faut tenir compte de ça. L'étude documentaire, c'est l'étude qui vous donne plus d'informations riches. C'est comme ça, vous avez une topographie du marché cible, une topographie. Généralement, ce sont des diplomates qui font ces genres d'études, hein, qui font des genres d'études qui mettent à disposition les résultats de ces études, les études documentaires. D'accord? Ça, c'est important. Il faut tenir compte de ça. Et voilà. Et après, bon, ça, c'est du classique. Il faut poser la question, c'est quoi une étude de marché à l'international? Bon, une étude de marché à l'international, hein, c'est comme une étude de marché classique, c'est juste, ça doit obéir à une méthodologie. À une méthodologie. Ça, il faut tenir compte de ça. Voilà. Et puis, on dit c'est une démarche également rationnelle, hein, et plus économique pour rechercher des informations déjà existantes. Ici, documentaire.
ça fournit souvent des informations ad hoc. Donc, puis on base sur les résultats des études. Puis, à partir de ces résultats d'études, on peut proposer certaines choses. C'est important, c'est très important. Voilà. Et après l'étude documentaire, on peut procéder à l'étude qualitative. Ça, c'est important. Alors, pour réaliser une étude de marché, comme on avait dit, on commence déjà par collecter les informations qui permettent de projeter pour dire est-ce qu'on a une chance pour aller à l'international. Bien, est-ce que c'est déjà perdu d'avance? Tout ça, ce sont des choses à partir desquelles il faut y réfléchir avant d'aller à l'international. Même si vous avez vos amis, ce pays-là, vous avez votre famille, quelqu'un de votre famille, méfiez-vous de ces gens. D'accord? L'essentiel, c'est que vous avez payé et rendre vos comptes rendus, vos devoirs en temps et en heure. D'accord? C'est ça. Alors, là, on demande la question qui est posée, pourquoi réaliser une étude de marché, on va dire une étude de marché à l'international? Bon, la première réponse, c'est analyser des informations et mieux évaluer les chances de succès international. C'est ça. Analyser les informations et mieux évaluer les chances de succès à l'international. Deuxièmement, c'est comprendre les caractéristiques du marché, ainsi de mieux connaître les attentes des personnes. Alors, c'est ça. Si on ne connaît pas à qui on va vendre les produits, qui s'intéresse à nos produits, pour qui ça représente une valeur vitale, il faut changer de métier. Il faut changer de métier. Parce que ça, c'est important. Comprendre les caractéristiques, c'est important. Choisir les circuits de distribution pour mieux approprier. Oui, ça, c'est classique, hein. Quand on fait des choix des pays et même des entreprises des pays étrangers, il faut baser votre réflexion sur ces gens d'exemple. Maintenant, on va voir la recherche documentaire parce que c'est trop dense. La recherche documentaire, on appelle en anglais Dex Research. Et la recherche documentaire, comment ça se passe? Comment ça se passe? Parce que c'est généralement les étudiants pensent que quand on parle de la recherche documentaire, on va fouiller sur Internet pour sortir des choses, tout et n'importe quoi. Mais non, c'est pas comme ça marche. C'est juste, l'idéal, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Alors, pour chercher des informations, il faut déjà faire un rétro-planning et aussi bien planifier qu'est-ce que vous allez besoin, de quoi vous cherchez. Parce que sinon, vous allez passer votre temps. C'est énorme, vous allez perdre votre temps et puis au final, vous ne trouvez rien. Donc, cela, il faut être méthodique, hein, et dans votre recherche. C'est vrai, vous avez cherché des informations, vous avez trouvé. euh, il ne faut pas prendre trop d'informations. C'est ça que nous ont dit tout en bas. Il ne faut pas prendre déjà, il faut se limiter dans les informations, pas sur le plan. Euh, Ça, c'est important. Cependant, le risque d'avoir trop d'informations, ça, c'est important. Quand on a trop d'informations, parfois, on a du mal à supprimer une information. C'est ça qui agit sur notre caractéristique professionnelle. D'accord? Après, il y a tellement des informations qui sont disponibles. Et puis, en fonction des différentes sources, hein, les différentes sources, il y a des sources privées, des sources publiques, hein, que vous pouvez consulter. Et bah, quand vous allez consulter les sites publics, hein, les sites privés ou publics, essayez de parler aussi, hein, quand discutant avec les gens, ce volet-là, hein, quelle importance ça représente, hein, pour votre entreprise, pour votre pays, etc., etc. Voilà. Bon, parmi les sources, hein, on a pas mal de sources, hein, qui sont importantes, qu'on avait déjà vues. Mais là, il faut qu'on avance, mais on va essayer de mettre l'accent sur certaines sources qui sont importantes. Les sources internes, hein, bon, ce sont les statistiques internes à vous, les gens que vous rencontrez, qui vous parlent déjà comment faire ce business. Dans quel pays qu'il faut trouver des sources de financement.
etc. Bon, ça, c'est important. C'est important de les mettre en avant. Ça, c'est considéré comme des sources internes. Il y a les sociétés externes qui sont, bon, tout ce qui est externe, quoi, à savoir les institutions internationales, les organismes gouvernementaux, les ambassades, que je vous ai parlé tout à l'heure. Les ambassades et les consulats disposent des les organisations syndicales, la société de services spécialisés et puis presse spécialisée, universités et les annuaires d'entreprise et les portages de l'export. Ça, c'est important. Hein. C'est important, c'est une institution fondamentalement de votre pays. Peut-être, si vous faites la traduction en votre langue maternelle ou bien la langue que vous parlez où vous êtes à un moment donné, et ça, vous pouvez trouver ce que l'étudiant veut dire. Ça aide aussi les anglophones à comprendre ce que l'étudiant veut dire. Voilà. Toujours dans les sources d'information, il y a public et privé. Il y a de grosses polémiques, surtout autour des données personnelles et privées, aussi en fonction de la source publique, hein, de la source publique ou privée. Par rapport aux sources d'information, on dit qu'il existe des organismes nationaux relevant des dispositifs quelconques. Bon, là, on prend le cadre français, mais bon, c'est en Haïti, IHST. Voilà. Il y a pas mal d'institutions là, quel que soit le pays où vous trouvez, ils sont des institutions de relais. Mais une fois que vous collectez l'ensemble des informations qu'on avait vues tout à l'heure, mais il faut les vérifier. Il faut les vérifier. C'est ça, c'est important. Sinon, euh, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent parce que c'est pas ça que vous aimeriez de votre côté. D'accord? Ça, il faut tenir compte de ça parce que les gens peuvent toujours faire ce qu'ils veulent. C'est comme ça. Je vous laisse ce schéma. Je vous donne tout. C'est sur le code de la route. Ils ont précisé déjà comment évaluer vos sources. Ces informations. Ces informations sont importantes. Par exemple, on a ou un auteur. Il faut le auteur de l'information, il faut auteur clairement mentionné, il faut un auteur légitime et les autorités sur le sujet. Parce que ça, c'est pas comme ça, on va prendre n'importe qui travailler dans quelle institution matérielle. Après, autre chose, on parle de la fraîcheur des informations. Là encore, pour trouver des informations fraîches, hein, il faut aller fouiller. Il faut aller fouiller dans pas mal de bases de données pour trouver des informations fraîches. Mais ne vous inquiétez pas, avec l'application Feedly, Feedly vous permet d'avoir des informations en temps et en air. Il y a Motion aussi, comme logiciel bon, développé par Big Data, mais vous pouvez utiliser quand même, quand même hein, comme référence. D'accord? Autre chose, il y a des acteurs qui sont importants, les acteurs, les réseaux, les acteurs de la société civile surtout. Quand on parle du réseau des chambres de commerce et de l'industrie, ça fait partie de la société civile en quelque sorte. Et les conseillers en commerce extérieur qui travaillent pour le gouvernement, les régions, c'est le gouvernement étranger et les pôles de compétitivité gouvernement. Alors, ça, ce sont ces informations qui sont importantes ces acteurs qui existent dans votre pays, c'est ces acteurs-là qu'il faut contacter avant d'aller à l'international. D'accord? Et le rôle de ces acteurs-là, c'est pour simplifier vos actions. C'est comme une sorte de guichet unique. Bon. Parmi les organismes, on a les grands, on a l'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire du Codex Alimentarius, hein, aussi, hein, ou bien par l'intermédiaire des normes ISO 9000. Hein. Il y a le Fonds monétaire international qui fait partie du groupe qu'on discute là. Il y a la Banque mondiale, et la Banque mondiale, et en plus, il y a l'OCDE. Ça aussi. OK. Les sources privées qu'on a commencé à parler, on a un ensemble de listes que vous pouvez consulter dépendamment où vous vous trouvez. Euh, Ça vous permet de trouver des informations sur votre entreprise.
par rapport aux manifestations que les gens font pour que ça puisse changer. Et parfois, derrière, il peut y avoir les mêmes gens qui financent, hein, les mêmes gens qui déstabilisent. Voilà, ça, c'est important. Bon, on a terminé avec les sites documentaires. On avait vu les outils qu'on peut utiliser pour l'étude documentaire. On avait vu ces outils-là. Et maintenant, passons à l'étude, à l'analyse qualitative, ou étude qualitative. Alors, c'est quoi une étude qualitative? Une étude qualitative, c'est une étude que vous réalisez quand vous faites des entretiens ou bien des interviews. Ça, c'est une étude qualitative. Vous pouvez collecter ces informations, les enregistrer, et puis demain, si vous avez un problème avec quelconque, ça, ce sera votre ticket de sortie. C'est important, les données qualitatives. C'est important. Pendant que vous discutez avec la personne, vous prenez des notes. Mais pour l'international, vous n'allez pas faire ce travail. Vous allez embaucher des personnes qui sont déjà sur le terrain. Vous vous rappelez quand Gisèle était arrivée dans les Caraïbes, comment ça a provoqué le changement total. Ça, c'est important. Or, il faut tenir compte de ça. Et les objectifs d'études qualitatives, c'est pour comprendre, c'est pas pour mesurer, c'est pour comprendre, chercher à comprendre, chercher à comprendre. Et puis aussi, ça permet de mesurer les disponibilités à l'achat des clients et aussi des freins à l'achat. Ça aussi, motivation, ce qu'on appelle l'insight. Oh, vous faites un peu d'insight. Euh, voilà, ça permet d'expliquer le comportement d'achat et identifier les moments et sur un marché avec des critères qualitatifs. Alors, ce sont des techniques qu'on utilise pour les études qualitatives, hein, et puis que je vous présente là. Parmi ces techniques, on a l'observation in situ, où vous êtes présent, vous observez. Il faut être sur place pour observer. Les entretiens individuels, on interview individuel, hein, parfois c'est comme un match de boxe, on voit comment ça se déroule. Et puis les entretiens collectifs. Tout le monde, ça aussi, il faut tenir. Il y aura une note pour ça, parmi ces techniques-là. D'accord? Bon, je n'ai pas parlé des réunions de groupe, hein, des focus group, des groupes de discussion, des groupes de parole, tout ça qui existe. Maintenant, passons à l'étude quantitative. Quand on parle de quantitatif, le mot quantitatif, on peut préfixer ça signifie quantité. Pour l'étude quantitative, hein, il faut avoir des chiffres, il faut sélectionner un échantillon d'études. Voilà, ça c'est important. Généralement, c'est par des enquêtes de terrain qu'on réalise, mais c'est important d'y rappeler. L'objectif, déjà, c'est pas même que qualitatif. Et déjà, c'est dès le départ à l'échantillonnage, il faut veiller à la représentativité de votre échantillon. Ça, il faut tenir compte. Ouais, c'est pour aller à l'international, quand il faut définir les objectifs. L'objectif, c'est d'arriver à conquérir les clients du marché international. Donc, ça peut être. Voilà. Et puis, une fois que vous terminez, vous pouvez continuer à explorer. Ça, c'est PCL, hein. Là, on parle de l'environnement. Puis, on parle de l'offre qu'on avait parlé tout à l'heure. Étudier l'offre. Ça aussi. Après l'étude de l'offre, on, on évalue la demande théorique. La demande théorique, c'est la projection qu'on fait sur tel joueur va marquer telle quantité de buts, et puis un autre joueur moyen. Au final, ce sont ces deux joueurs-là qui tiennent la baraque, mais les gens ne vont pas. Voilà. Et on dit demande théorique et demande potentielle. Demande potentielle, c'est quand des gens qui passent juste pour vous demander à dire ça aussi. La demande maintenant. La demande, on parle, pour analyser de la demande, il faut identifier la cible. D'accord. C'est tout ça qu'il faut faire. L'étude du marché. L'étude du marché,
ponctuel maintenant. Parfois, on étudie les produits, les réseaux de distribution et aussi hein, comment atterrir à des communications. Atterrir les communications. D'accord. Euh, Autre chose. Et aussi définir une base de sondage. Une base de sondage qui permet de construire l'échantillon. Sondage, c'est facile à trouver. Pour les études quantitatives, c'est toujours, ça se réalise par un questionnaire. Et pour les questionnaires, il y a une phase où vous vous présentez, vous dites ce que vous faites. Mais si vous êtes dans un autre pays, c'est essentiel de se dépasser par quelqu'un qui est expérimenté dans la rédaction de ce pays-là. Et c'est facile. Et puis, après la phase introductive, vous présentez, vous dites ce que vous faites, etc. Et puis, c'est la question générale. Bon, ce n'est pas général, mais c'est plutôt des questions qui concernent les variables sociodémographiques. Par exemple, déjà les types de questions à formuler, des questions ouvertes, des questions fermées, des questions à échelle et des questions à notation. Il faut tout ajouter, rien au hasard. Il faut tout mettre, parce que c'est important. Et puis bon, je vous mets les tableaux, je ne vais pas vous lire les tableaux, mais vous savez lire, vous allez voir, vous se trouverez là. Bon, il y a deux ou trois erreurs. Alors, c'est comment on peut administrer les questionnaires une fois qu'on termine de faire cette euphorie du problème. Il faut penser quel médium qu'on va utiliser pour atteindre des clients, pour diffuser les questionnaires. On a téléphone, on a l'email et on a face à face. Il ne faut jamais oublier ça. Une fois que vous terminez, il faut exploiter des résultats. Ces résultats que vous exploitez, ça vous permet de maîtriser l'ensemble. C'est ce qu'on appelle la veille technologique. La veille technologique, c'est vrai, on ne peut pas chercher des informations, trouver des informations sans passer par la veille. Il faut faire la veille. Pose la question pourquoi il faut réaliser une veille technologique. On dit que ça permet d'analyser et comprendre la concurrence. Ça permet de veiller à la réputation, à les réputations de votre marque ou votre entreprise. Il faut toujours mettre les sources parce que c'est important. Et les flux de connaissances, c'est important. Ça permet d'évaluer votre marché. Bon, il y a pas mal de choses à dire, on ne va pas tout dire. Il y a plusieurs veilles, il y a veille radar et veille classique. Veille radar facilite la remontée des contenus thématiques. Et puis la veille cible, hein, veille traditionnelle. On aura le temps de dire les catégories de veille. Veille informationnelle, c'est ça qui nous intéresse. Mais concurrentiel, tarifaire, ce n'est pas important. C'est veille informationnelle. Une fois que vous n'avez pas tout fait, vous pouvez passer à toujours dans la veille technologique, hein, toujours penser à arrêter. Parce que quand on commence, on trouve tellement d'informations, on n'a pas tendance à nous arrêter. Ça, c'est important pour tenir compte. Voilà. On a quelques outils qui sont sur le marché que vous pouvez utiliser. Et puis, hein, ces outils sont importants. On a France Info pour ce qui concerne les mondes francophones. On a Zéro Net pour ce qui concerne la technologie au sens large. On a Alpha. On a les flux RSS. Les flux RSS, ils sont importants. Parfois, vous voyez ces petits carrés jaunes ici. Pour aller plus loin, je vous mets tout en bas deux flux que vous pouvez consulter. Zéro Net comme outil de veille technologique, hein, on va consulter et puis on peut travailler dessus. Pareil pour les podcasts sont considérés comme des supports de divulgation internationale. Podcasts, faut tenir compte. Et très bientôt, on va vous demander de payer quelques centimes de plus. Ouais, puis on a un blog, un bookcasting et podcasting qui donne rendez-vous de la tech, rendez-vous de la tech. Bon, c'est à voir avec Tech Café, on sait à voir. Puis les outils de veille, hein. On a les réseaux sociaux, on a tendance à oublier quelques X, hein, devenus Twitter, et Facebook et LinkedIn. Ce sont des outils importants. Et autres solutions, on a les webinaires, on a webconférences, des conférences qu'on peut organiser sur Internet. Et puis, salons.
salon de la technologie, 5 foires et des foires sur la technique et également sur la newsletter. Je donne Zéro Net et BFM Business, ce sont les deux médias qui vous permettent d'être en contact avec la technologie. Une fois qu'on collecte des informations, il faut traiter l'information. On peut faire le traitement avec des outils comme Evernote ou bien Google Docs que vous utilisez déjà très bien. Ou bien communiquer, pour communiquer l'information, vous allez préparer des PowerPoint que vous faites en équipe présenter. On a des outils, là, ce sont des outils en annexe. On a XTwitter, on a Feedly, on a Alec Google, on a Mention, après on a NetVibe à Mention, on a SimilarWeb. Ce sont des outils qui coûtent de l'argent. Il y a ces moches aussi qui permettent de faire de la veille. Mais par contre, Feedly, vous pouvez télécharger Feedly. Vous pouvez tester, c'est gratuit. Les autres outils, on a Amazon, on a Wiser, puis on a Ossuite et Pearly. On a un ensemble des outils qui sont freemium. On a Social Blade, TubeBuddy, on a Digo, et puis on a Evernote. On a tous ces outils, ce sont des outils de veille technologique. Vous ne pouvez pas tout utiliser, mais c'est important d'être au courant de leur existence.